Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. On en a déjà parlé sur ce plateau. Que faire de l'ancienne voie ferrée entre Sarreguemines et Bitche? Ont été évoqués deux projets différents, une piste cyclable, un train touristique, mais il en existe un troisième, la création d'un bus rapide. Cette idée, c'est celle de Paul Schaeffer, secrétaire de section du Parti socialiste du Pays de Bitche. Bonjour à vous. Bonjour. Alors on a hâte d'en apprendre davantage sur ce bus parce qu'on imagine plein de choses, mais vous allez nous détailler ça un petit peu plus en deuxième partie d'émission. Marie-Morgane, salut. Salut. Alors avec toi on va parler cuisine. Tu as demandé à nos internautes s'ils avaient déjà goûté des plats véganes. C'est ça. Super, on voit ça aussi en deuxième partie d'émission. On part à Houndelin maintenant pour notre duplex. Guillaume, bonjour. Bonjour. Tu te trouves donc à la ferme de la Charmie qui ouvre ses portes aujourd'hui. Qu'est-ce qui est proposé ? Effectivement, cette année, la ferme de la Charmie a été choisie comme exploitation support dans le cadre du Mois de la Bio dans le Grand Est. Il s'agit d'un événement organisé par le Centre de gestion des financiers et par le groupement des agrobiologistes. L'objectif est de montrer aux exploitants qu'il est possible de passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique. C'est le choix qui a été fait ici par la famille Fautré il y a 8 ans et les participants à cette journée porte ouverte sont invités à découvrir de quelle façon ce changement majeur a été réalisé. Cette journée porte ouverte est prioritairement destinée aux professionnels. En avant-première, on a pu la visiter avec Thomas ce matin et vous pourrez la découvrir dans un reportage et tu auras l'occasion tout à l'heure de t'entretenir avec Jean-Christophe Fautré. Merci beaucoup Guillaume et merci à Thomas Drouin aussi pour le cadrage. On quitte quelques instants la ferme de la Charmie pour s'intéresser aux grandes infos du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faribergsvillers. Près d'1 millier de personnes a assisté au défilé du 11 novembre à Bitche. Le 16e bataillon de chasseurs est passé sous la porte de Strasbourg, à l'instar de l'armée française en 1918. Décorée comme à l'époque, la porte de Strasbourg a aussi été le théâtre d'une parade en costume d'époque. Accident sur la voie rapide Sarreguemines-Forbach hier en début d'après-midi. Un automobiliste a heurté un talus à la hauteur de Lixin-les-Roulins. La voiture a effectué plusieurs tonneaux avant de s'arrêter sur le toit. Selon des témoins de l'accident, le conducteur était blessé légèrement. Seul à bord du véhicule, il a pris la fuite en direction du village de Lixin-les-Roulins. Les pompiers de Sarreguemines et de Forbach sont intervenus, ainsi que les gendarmes de Sarreguemines qui ont retrouvé le conducteur. Il a été placé en garde à vue. Opération Trappage pour Bitcher Cats. L'association du Pays de Bitche était à Montbronn hier après-midi. Elle a posé des cages pour capturer les chats errants, sauvages ou abandonnés. Le but est de les stériliser, puis de leur trouver une famille d'accueil. Depuis sa naissance il y a 1 an, Bitcher Cats a permis à 40 chats d'être adoptés. L'association aide également les familles d'accueil en leur fournissant gratuitement nourriture pour chats et litière. Assemblée générale de l'amicale des maires de l'arrondissement de Sarreguemines à Grosse-Bliederstroff. La première partie de la soirée était consacrée à la procédure d'hospitalisation sans consentement à laquelle les maires peuvent être confrontés. Appel à la prudence du sous-préfet car leur responsabilité pénale peut être engagée. Le représentant de l'État a profité de l'occasion pour faire 2 annonces. Maintien de la dotation d'équipement des territoires ruraux à son niveau le plus haut et maintien au même niveau que l'an passé de la dotation globale de fonctionnement. L'investissement local sera soutenu à hauteur de 650 millions d'euros au niveau national avant d'être réparti localement. C'est déjà Noël à Best. Le centre commercial de Faribergsvillers a donné le coup d'envoi de ses illuminations de Noël. Dès le parking, c'est le plus grand Père Noël de France qui vous accueille, du haut de ses 7,5 tonnes. Best veut frapper fort pour son premier Noël. Des animations auront lieu tous les mercredis, samedis et dimanches de décembre. L'Aglo booste le très haut débit. Les températures restent douces pour ce 12 novembre. Marie-Morgane nous donne les prévisions de demain. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Demain, on se réveillera avec de petites pluies présentes dès le lever du jour. Mais rassurez-vous, elles devraient s'évacuer rapidement. Elles laisseront la place à un temps sec sous un ciel qui sera encore bien nuageux le matin. Mais les éclaircies prendront le dessus dans l'après-midi. Côté température, le matin, nous aurons aux alentours de 9 degrés et les maximales seront comprises entre 11 et 13 degrés. Demain, nous fêterons les Brises.
et le soleil nous accompagnera de 7h38 à 16h52. L'image du jour nous est envoyée aujourd'hui par Laurent Bichler. Il a participé hier à la commémoration de l'armistice à Anchambert et on peut voir que les enfants du village y ont participé. Un grand merci pour ces photos et n'oubliez pas, vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos photos et vos vidéos. Il ne suffit pas d'être une firme française pour gagner la confiance des clients. Pour vous, Fermap fabrique et installe des menuiseries PVC et aluminium depuis 2005. On démarre ce journal avec les événements du week-end. Ce dimanche, Beach a commémoré le centenaire de la guerre 14-18. Au programme, 3 temps forts, des hommages aux soldats natifs de la commune ou qui y sont inhumés, une messe et un défilé des troupes à pied sous la porte de Strasbourg. Valentin Guinel s'est glissé dans le cortège. « 100 ans que la guerre est finie. La ville de Beach a célébré en grande pompe la fin de la Première Guerre mondiale. Une cérémonie de taille pour commémorer cette date historique. La ville, prise en tenaille entre la France et l'Empire allemand qui la gouverne alors, tient en effet une place particulière dans le conflit. C'est beaucoup d'émotions, c'est pour ça que le 11 novembre est maintenant une journée pour les soldats tombés au champ d'honneur, tombés pour la France. Et c'est important de se rendre compte que comme jadis en 14-18, aujourd'hui il y a des jeunes gens qui sont prêts à donner leur vie pour la France. Pour l'occasion, une 60aine de soldats du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach ont participé aux commémorations. Ils ont défilé sous la porte de Strasbourg, comme l'ont fait les troupes territoriales françaises un siècle avant eux. Présentez. Plus tôt dans la matinée, un hommage particulier a été rendu à un soldat de Beach. Aux morts. Le général Trumley-Faber, blessé en Belgique en 1916, qui mourra quelques mois plus tard. Il intègre l'armée française en décembre 1870. Dimanche était aussi l'occasion de mettre en lumière un pan méconnu de la guerre, les soldats malgaches et algériens. Lagdar Benyetou, Boumedienne Draoui et Raymond Oussénine. Eux aussi ont combattu dans l'armée française. Certains sont morts à Beach, d'autres ont à l'époque défilé avec leurs frères d'armes sous la porte de Strasbourg. Dans une église comble, une messe a été tenue en mémoire des tués et pour la paix. En ce dimanche 11 novembre, la ville s'est souvenue des 48 Beachois tombés au champ d'honneur et des 18 millions de victimes dans le monde. D'autres cérémonies et hommages se sont déroulés sur le secteur, comme à Großbliederstroff ou encore Rémelfin. Également à l'occasion de l'armistice, une conférence au musée de la Faïence et une exposition de peinture. Regardez. Commémorer l'armistice en compagnie des Allemands peut sembler curieux. Mais pour les habitants de Großbliederstroff et Klein-Blittersdorf, commune frontalière et jumelée depuis 50 ans, c'était tout naturel. Les élèves du collège Val-de-Sarre ont lu une histoire en français et en allemand et la chorale a cappella a interprété l'hymne européen dans les 2 langues. Cette commémoration est le signe que 100 ans après la fin de la Première Guerre mondiale, la paix entre les 2 pays est désormais ancrée. Un poilu à Rémelfin. Ce dimanche, la commune a commémoré l'armistice avec un grand défilé depuis la mairie jusqu'au monument aux morts. Étaient présents dans le cortège les élus, les habitants, les élèves de l'école primaire, mais aussi la fanfare. Certains avaient pris le temps de vêtir des tenues de l'époque. Pour ce 11 novembre, la flamme du soldat inconnu a même été posée au pied du monument aux morts, après avoir transité par Verdun, puis Beach. Le maire a lu le mot du président de la République, puis a déposé des gerbes de fleurs, le tout accompagné du maire de la commune de Sulzbach. L'occasion de célébrer à la fois l'armistice et l'amitié franco-allemande. La cérémonie s'est terminée avec la Marseillaise chantée par les enfants.
notre jeunesse soit notre mémoire de demain, afin de transmettre aux générations futures cette valeur indestructible qu'est cette paix. Nos poilus ne se sont pas battus pour rien. Ils ne sont pas morts en vain. La patrie est sauvée. La paix, enfin, va revenir. Mais partout aussi, on constate le gâchis et on éprouve d'autant plus le deuil. Nous l'avons sortie de la cave communale où elle traînait, puis restaurée, encadrée, en la laissant volontairement dans son jus. Jacques Dilly, Jean-Pierre Pfeiffer, Victor Beck, Une commémoration du 11 novembre en commun pour les communes de Wölflin-les-Sarreguemines et Wieswiller. La cérémonie s'est déroulée au centre du village de Wölflin, devant le monument aux morts. Après le défilé des pompiers, les enfants des deux villages ont lu un poème émouvant de Jacques-Hubert Frougier, nommé Folie meurtrière. Par un beau jour d'été, sous un ciel bleu d'azur, le clairon a sonné pour la grande aventure. Ils partirent faire la guerre au nom de la patrie. Ils étaient jeunes et fiers, et la fleur de fusil. Les élèves racontent leur guerre. Les primaires de Meisenthal et de Sourtes ont exposé l'histoire de leur famille dans leur école samedi. Ils ont ramené des objets d'époque, dressé des arbres généalogiques jusqu'à leurs aïeux engagés dans la Première Guerre mondiale. Une idée née il y a 3 ans de la volonté de leurs professeurs. Je peux vous dire, les élèves ont eu surprise en travaillant sur les arbres généalogiques. En fait, ils ont vu que, pendant la Première Guerre, les arrière-arrière-grands-pères étaient des soldats allemands. Ça les a beaucoup surpris au départ. Et finalement, en discutant, leur expliquant, ils prennent ça très bien maintenant. Ils ont ensuite rejoint le monument aux morts de leur commune. Une chanson écrite par les élèves sur le thème de la guerre a été chantée pour l'occasion. L'artiste Raymond Willem expose dans le hall de l'Hôtel de Ville. Ses œuvres s'inscrivent dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale et illustrent des moments de vie des poilus plus que la guerre en elle-même. Beaucoup de ses peintures sont sur le thème de la musique, d'autres s'intéressent aux personnalités importantes de cet épisode historique. Pour réaliser cette exposition, il s'est inspiré dès 2014 de l'histoire de sa famille, notamment de son grand-père forgeron devenu soldat. À travers ses peintures, dessins et gravures, l'artiste dit vouloir exprimer à sa manière sa reconnaissance et surtout ne jamais oublier. Commercialiser des faïences en temps de guerre. C'était le thème de la conférence donnée ce dimanche par Denis Bourg, président de l'Association des Amis des Musées et des Arts. Un événement organisé au musée de la faïence de Sarreguemines, faisant écho à la commémoration de l'armistice. Denis Bourg a évoqué, entre autres, les difficultés de fabrication de faïencerie pendant la Première Guerre mondiale, principalement en raison d'un manque de personnel, de carences de transport, mais aussi d'une pénurie de charbon. Il a également rappelé l'importance de l'alliance commerciale avec la grande faïencerie allemande Villeroy-Bock, des propos qui s'inscrivaient parfaitement dans le cadre des expositions temporaires présentées au musée. Ce week-end n'a pas été que commémoratif. Les habitants, les sportifs et les entrepreneurs du BTP se sont mobilisés. On vous propose de revenir sur ces événements et on démarre avec la 18e édition du Salon de la gastronomie et des arts de la table à Sarralbe. Encore plus de saveurs pour cette 18e édition. Le Salon de la gastronomie et des arts de la table s'est tenu ce week-end à Sarralbe avec près de 45 exposants. Les visiteurs ont pu découvrir des produits nobles du terroir ainsi que de nouvelles enseignes participantes, la maison du gibier à Ingviller proposant toute une gamme de gibier transformé et les petits fruits de la hutte avec des produits réalisés à partir de cueillettes sauvages. Ça va aller du bourgeon de sapin à l'ail des ours, la fleur de sureau, l'ortie. Et avec ces plantes-là, je vais fabriquer des recettes traditionnelles, originales, nouvelles, des créations, voilà. Et donc c'est le goût de l'authentique un petit peu qu'on vient chercher sur mon stand. Un événement organisé par la ville de Sarralbe en partenariat avec le lycée Simon-Lazare. Leur stand proposait des dégustations gratuites et les clients pouvaient participer au financement de leur prochain voyage à Lyon afin de soutenir Mathieu Otto pour la finale du Bocuse d'Or. Le chef sarregueminois faisait partie des têtes d'affiche et a pu échanger avec les
les visiteurs sur son parcours et sur la cuisine d'aujourd'hui. C'est surtout le fait de transmettre une émotion et du plaisir. Aujourd'hui, au-delà de revisiter la cuisine, avant tout, ce que je pense, c'est qu'il faut avoir une cuisine généreuse et surtout de pouvoir échanger, transmettre et montrer que avant tout, il y a le goût et du goût. Et ce qui est important aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ça. Certains meilleurs ouvriers de France étaient également présents. C'est le vainqueur d'Objectif Top Chef 2016, Charles Gantois, qui a ouvert le début des démonstrations culinaires, avec à ses côtés pour le seconder un élève du lycée Simon-Lazare. Planter des arbres pour sauvegarder la faune. À Nouzvillers-les-Bitches, le parc naturel des Vosges du Nord et l'association La Grange au paysage, aidés de volontaires, ont planté 11 poiriers, mirabelliers, pommiers ou cognassiers. Le but, offrir des abris aux chouettes, turcoles fourmiliers ou pie-grièches à tête rouge, des oiseaux qui ont disparu des champs à cause du défrichement. Nouzvillers-les-Bitches est l'une des 6 communes du parc des Vosges du Nord à participer à Life Biocorridor, un programme transfrontalier franco-allemand en partie financé par la Commission européenne. Traditionnel défilé avant le coup d'envoi. 400 nageurs ont participé ce samedi au championnat de France Interclub au centre nautique de Sarreguemines. Les équipes sarregueminoises se sont positionnées à la 2e place chez les dames et à la 6e chez les messieurs. Ce classement régional permettra ensuite d'établir un classement national. Pendant ce championnat, les participants ont démarré avec la course relais 10 x 50 mètres. Par la suite, ils ont pu démontrer leurs aptitudes lors d'épreuves individuelles sous l'œil avisé des jurés. Pour les officiels, c'est un championnat qui arrive très tôt après la reprise sportive des nageurs, ces derniers se préparant intensivement pour le prochain rendez-vous, le championnat de France élite petit bassin à Montpellier. Ormerswiller a une nouvelle écurie. Elle a été inaugurée dimanche par une douzaine de spectacles montés avec les enfants du pays de Bitche. Le centre équestre, auparavant basé à Binin, a déménagé dans la commune. Il espère y implanter durablement sa vingtaine de chevaux. Journée importante pour les 25 jeunes sapeurs-pompiers de Rohrbach-les-Bitches samedi. Les derniers arrivés, qui revêtent l'uniforme depuis septembre seulement, ont reçu le casque orange, une marque symbolique de leur intégration au sein des sapeurs-pompiers. Comme chaque année, les autres jeunes sapeurs-pompiers ont reçu leur diplôme sanctionnant leur montée en niveau. Un seul jeune a passé les 4 niveaux, il devient sapeur-pompier volontaire. Comme chaque année depuis 12 ans, la caserne a également remis un chèque à l'association Laura Les Couleurs de la Vie pour soutenir la recherche dans les maladies infantiles graves. L'église de Bettwiller a fêté Saint-Martin samedi, une première pour la commune. Une messe a été tenue en l'honneur du saint du IVe siècle. Il est surtout connu pour l'épisode du manteau. Par un hiver de grand gel, Saint-Martin l'aurait déchiré en deux pour donner une moitié à un pauvre. La scène a été rejouée aux abords de l'église. Sarralbe fête la Saint-Martin. Pourquoi lui ? Dans la religion judéo-chrétienne, il est un modèle d'altruisme et de générosité, et aussi le saint patron de la ville. Les lanternes symbolisent la lumière qui doit nous guider dans l'obscurité de la nuit. Pour les Sarralbigeois, l'occasion de se retrouver. Quelques mètres de déambulation au départ de la mairie jusqu'à la salle socio-culturelle où les attendent brioches, soupe et musique. La ville finance l'ensemble de la manifestation. 300 enfants participent avec 1 ou 2 parents, des amis ou des grands-parents. Un quiz pour tester ses connaissances. C'était l'un des moments proposés lors de l'assemblée du groupement des entrepreneurs du BTP de l'arrondissement de Sarreguemines. L'objectif de cette rencontre, réunir les adhérents en présence des élus locaux et de différents partenaires, de quoi rappeler en premier lieu la situation actuelle du BTP sur notre secteur. Après les 10 années de crise que nous avons traversées, il y a quand même eu 20 entreprises dans notre région qui ont disparu. Malgré tout, il y a une activité en rebond. On a des carnets de commandes qui sont un peu plus conséquents. Difficultés qu'on ressent surtout, ce sont toujours des problèmes de trésorerie qui sont exsangues, dus bien sûr aux marges qui sont faibles, dus aux prix qui sont encore très bas malgré la reprise. Autre difficulté, le recrutement. L'une des solutions mises en avant a été l'apprentissage qu'il faut continuer
continuer à valoriser. La députée Nicole Triss était également présente afin de répondre aux inquiétudes concernant la loi Pacte par exemple, ou encore sur la hausse des carburants. Il y a des mesures qui vont être prises pour qu'effectivement ce soit un impact neutre par rapport au gazole non routier, puisque c'est vrai qu'ils sont impactés par la suppression de l'exonération sur le gazole non routier. Avec l'INSEE, il y a des mesures qui sont prises pour effectivement remettre dans les devis et remettre dans les facturations et l'indexation cette hausse de carburant de manière à les accompagner de manière la plus positive possible. Cette assemblée était l'occasion d'annoncer de beaux projets comme l'investissement de 55 millions à la Smart et de 14 millions pour un ensemble sportif avenue de la Blise. On retourne à Houndelin où la ferme de la Charmille ouvre ses portes, l'occasion de revenir sur son histoire et ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Guillaume Dumonteil et Thomas Drouin nous donnent plus de détails dans ce reportage. L'agriculture biologique, la ferme de la Charmille s'y est convertie il y a 8 ans. Avant, elle pratiquait l'agriculture conventionnelle, elle élevait des vaches et produisait des céréales, du blé, de l'orge et du colza. Aujourd'hui, sa production est bien plus diversifiée. Depuis qu'elle a opté pour le bio, la ferme de la Charmille élève toujours des vaches et produit toujours du blé et du colza, mais désormais, elle cultive aussi des pommes de terre, du tournesol, des fèves, des lentilles, des légumes de saison et possède un élevage de poules pondeuses et de poulets de chair. Des produits qu'il faut bien ensuite commercialiser. Dans un premier temps, les clients avaient la possibilité d'acheter leurs produits en se rendant directement sur l'exploitation. Et par la suite, nous avons développé un site internet pour essayer de toucher de la clientèle qui ne pouvait pas forcément venir le samedi matin et donc ils pouvaient passer une commande en ligne et récupérer ça le vendredi après-midi. L'achat de produits est toujours possible en ligne ou directement sur l'exploitation les vendredis après-midi et les samedis matins. Mais on retrouve aussi les produits de la Charmille dans un magasin bio de Sarralbe ou encore sur les étals du nouvel Intermarché. A noter que la ferme de la Charmille a aussi un élevage de porcs, mais pas dans le cadre de l'agriculture biologique. Jean-Christophe Fautré, qui est exploitant à la ferme de la Charmille, donc à Houndelin. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans l'agriculture biologique ? Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'était une influence de la famille, enfin de cousins qui sont particulièrement fervents, défenseurs de l'agriculture biologique et locale. L'influence de mon père, qui lui avait la conviction de vouloir passer à l'agriculture biologique. Et puis enfin, c'est aussi l'idée de laisser une empreinte positive sur la nature. Ça, c'est vraiment très important à mes yeux et c'est ce que j'essaye de dire à tout le monde, quoi. C'est vraiment l'empreinte positive sur l'environnement. Sur l'environnement, tout à fait. Très bien. Alors, ça a nécessité, j'imagine, des aménagements. Quels sont-ils ? Pardon, j'ai pas ça a compris nécessité, la question. Je vous demandais, ça a nécessité des aménagements. Est-ce qu'il y en a eu pour votre exploitation ? Ah oui, bien sûr, il y en a continuellement. Hein. Donc ça a été une mécanisation particulière. On a investi dans du matériel de binage notamment, de stockage, parce qu'il a fallu qu'on soit capable de stocker nos céréales dans les meilleures conditions possibles. Au préalable, il faut qu'on soit capable de les trier également, des bâtiments supplémentaires. Enfin, donc continuellement, on est en investissement et en équipement supplémentaire. Et depuis que vous avez commencé, cet investissement, il s'élève à combien ? Vous savez à peu près ? C'est difficile à dire. On a investi sur plusieurs activités différentes, donc je ne saurais même pas vous répondre. L'idée, c'est que ça n'a de cesse. Enfin, à chaque fois qu'on a fini d'amortir un outil, on embraye sur autre chose pour continuer le développement. Mais est-ce que vous vous y retrouvez financièrement quand même, malgré ces investissements-là ? Alors on s'y retrouve, oui, parce que sinon on ne serait pas là aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a eu l'obligation de faire, c'était de capter la valeur ajoutée de nos produits, parce que depuis qu'on est passé en agriculture biologique, on doit faire face à certains échecs. Enfin, tous les ans, il n'y a pas toutes les cultures qui fonctionnent, on a des déboires, bien sûr. Donc pour pallier ce manque à gagner, il faut qu'on se développe dans la transformation, dans la diversité de nos produits proposés. Voilà. Très bien, merci beaucoup en tout cas et bonne continuation. Je vous propose maintenant de faire un voyage en territoire folk. Samedi soir à la Halverrière de Meisenthal, 2 artistes se produisaient, Howell et The Red F. Ils sont montés sur scène à l'occasion de la diffusion de Fragment Folks, un documentaire réalisé par Thomas Linker, natif des Vosges du Nord. Dans ce documentaire, il interroge une dizaine de musiciens en France et aux États-Unis sur la création de leurs chansons, leur rapport à leur environnement
environnement ou leur choix de vie. L'un de ces artistes est Howell. On l'écoute tout de suite. She's got something that I can't resist. Something that make my mind twist. Just not so mean guy. That's why she quit them, for she laid on easy. And I'm alone again. Enfin des points pour le Sarreguemines Football Club. Samedi, au stade de la Blise, le SFC a remporté son match 2-0 face à l'équipe réserve de Troyes, qui est 4e au classement au championnat de National 3. L'occasion de découvrir le talent de Smaïl Morabit, nouvelle recrue de Sarreguemines, qui a marqué son premier but. C'est une victoire qui tombe à point nommé, une semaine avant le match de Coupe de France contre le leader de la Ligue 2, le FC Metz. Ah oui, ça c'est la fusion. Il faut des bêtes. Attention, l'ouverture, il est là. On l'a vu. Sarreguemines, c'est le numéro 2, il me semble. Eh oui, Jordan Steiner qui a envie de jouer contre le FC Metz. Et il a pris la commande. Ça y est. 4-4-2. Et regarde, hop, elle est récupérée. Et ça, c'est le travail de Sipara. Et super bien donné. Et il est là. Et voilà. Le deuxième, c'est son premier ballon. Et voilà, on l'avait dit. Sur un ballon en profondeur donné justement par Yannick Dekoun. Et là, répondu de la meilleure des manières. Écoute, il en a fallu 3, mais la troisième était la bonne. On décroche enfin un résultat qu'on attendait depuis très longtemps. Voilà, en plus avec la manière, je pense, en tout cas en termes de maîtrise. Maintenant, j'avais demandé aux joueurs de prendre au moins 4 points avant de jouer Metz. C'est le cas, puisqu'on a fait nul à Strasbourg la semaine dernière. Donc maintenant, on va tranquillement récupérer. Et puis lundi, on va partir à l'assaut d'une montagne. On va essayer de les gêner le plus possible. Pourquoi pas envisager un exploit. Je suis pas confiant, mais je pense qu'on a les moyens de leur poser des problèmes déjà au départ. Après, de là à se qualifier, c'est compliqué, mais j'aimerais bien qu'on leur pose pas mal de problèmes. Grosse frappe là. Et quand même à 30 mètres. Hein. Et ça part, t'as vu comme ça part vite. Allez, Karamoko qui s'essaye. Ouh, non, elle est bien redescendue, mais pas assez. Le Guerrero. Allez, il fait. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh là 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 là. Il me fait penser à Cheventon. Oh là 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 là. Bon, c'est bien donné. Le numéro 15, il est pas mal. Hein. Ah, la recrue, c'est pour ça. Hein. Non, c'est un garçon qui a vécu quand même professionnel. Hein. Il a quand même plus de 200 matchs en deuxième division allemande, en troisième division allemande. Donc Smaïl, c'est un garçon qui a quand même un CV assez fourni. Il était sur le banc parce qu'il revient de blessure. Il ne s'était pas beaucoup entraîné depuis 2 semaines. Donc voilà, je savais quand il est rentré, il allait faire des différences et il l'a fait. Donc c'est un joueur de plus que j'ai à ma disposition pour essayer de faire l'exploit dimanche prochain. Avec Kappa. Ouh, attention. On lâche le ballon, Kappa il a boxé. Attention, elle est dans les pieds, ça a frappé. Oui, c'est un mur bleu aujourd'hui. Avec cette victoire, le SFC remonte donc d'une place, soit à la 12e dans le classement. Le SFC se retrouve juste derrière l'équipe de Bissheim. Juste après la pub, on ira voir vos commentaires sur notre page Facebook. On vous a demandé si vous aviez déjà goûté un plat vegan et on parlera d'un nouveau projet pour l'ancienne voie ferrée de Sarreguemines Beach, celui de créer un bus rapide. Ne zappez pas, à tout de suite. Un nouvel Intermarché, c'est l'événement de la rentrée. Découvrez sa vaste gamme, produits bio et locaux de la ferme, poissons frais. Amateurs de vin auront les conseils du sommelier. Pour un petit-déj, un plat du jour, une envie sucrée, par ici la brasserie. Et faites un tour par le Fournil, pain frais et viennoiserie en continu. L'Intermarché des faïenceries, votre magasin de proximité. Pour mettre une touche de déco dans votre vie, pensez à Pink. Pink, c'est plus de 1000 mètres carrés de showroom en plein cœur de Sarrebruck. Retrouvez toutes les tendances déco, saison par saison et pour toutes les occasions. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, votre paradis déco à Sarrebruck, à côté l'Europa Galerie. Nouveau en zone industrielle de Sarreguemines, l'atelier gourmand vous propose toute une sélection de gourmandises. Du pain frais toute la journée, de succulentes pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Vous pouvez manger sur place ou profiter du drive. L'atelier gourmand vous invite chaque jour du lundi au samedi de 5h du matin à 22h. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Wendel.
Plus de 2000 références de vin, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le Roi des Vins, c'est du choix, des prix et des conseils. Le Roi des Vins à Stirin-Wendel, où choisir devient un plaisir. J'ai tout prévu pour mon mariage. La salle, la robe, le traiteur, le fleuriste et même le photographe. Et pour le voyage de noces, pas facile de choisir. Notre agence Prêt-à-partir de Sarreguemines vous aide sur le choix de la destination, des activités, grâce à des conseils personnalisés. Avec Prêt-à-partir, dites oui à l'inoubliable. L'hiver arrive, je renforce mes défenses immunitaires. La Vie Claire propose plus de 1850 produits pour mieux vivre au quotidien. Produits de saison, produits frais, toujours bio et durables, vous attendent dans notre enseigne éco-responsable. Découvrez aussi nos produits vitaminés, compléments alimentaires, sans oublier la cosmétique au top des exigences. La Vie Claire cultive la bio depuis 70 ans. Pourquoi hésiter avant d'opter pour le ménage de confort? Les avantages sont nombreux. Vous gagnez en qualité de vie, en temps et vous avez plaisir à entrer dans une maison propre. Faites confiance aux professionnels d'AVS Service et confiez-leur tâches ménagères et repassage. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ça! On n'est pas rendu, hein? On n'apporte pas le repas, mais on vous donne rendez-vous tous les jours, dès midi. À découvrir dès le 17 octobre sur Mosaïque Cristal. Quelles sont les aides financières pour un propriétaire occupant qui souhaite améliorer le confort de son logement? Par exemple, pour isoler les murs de votre logement, changer une chaudière, vous pouvez bénéficier des aides de l'ANA, à condition de ne pas dépasser les plafonds de ressources. Si vous dépassez ces plafonds, vous pouvez toujours recourir au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Cependant, ces aides et ces primes ne couvrent pas la totalité de vos dépenses. Pensez aussi aux aides fiscales. De plus, pour financer votre projet, notez qu'il existe un éco-prêt à taux zéro distribué par certaines banques. Surtout, pour répondre à toutes vos questions liées au financement de vos travaux, prenez contact avec le conseiller énergie de votre territoire comme moi. Rassurez-vous, j'étudierai avec vous toutes les aides financières et fiscales mobilisables avant de vous engager. Mes conseils sont neutres, gratuits et objectifs. N'attendez plus et venez rencontrer le conseiller le plus proche de chez vous en consultant le site fer.fr ou le site EIE-grandest.fr. À bientôt pour de nouvelles infos énergie. Marie-Morgane, c'est l'heure du repas. Alors on va se mettre en appétit avec la question du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un régime alimentaire qui séduit de plus en plus de personnes. Qu'est-ce que c'est? Oui, il s'agit du véganisme. Alors, il implique d'exclure tout produit d'origine animale. Alors, ça implique donc ça concerne la viande, le poisson, mais aussi les œufs, les produits laitiers, etc. Alors, je te rassure, on ne meurt pas de faim. Il y a d'ailleurs de plus en plus d'alternatives alimentaires possibles. Et on a lancé justement un sondage à nos internautes pour savoir s'ils avaient déjà goûté des recettes véganes, et sur 406 votes, 17% nous ont répondu oui, j'ai déjà testé, et 83% ont répondu non, ça ne m'intéresse pas. Alors on a pu voir que la majorité de nos internautes a du mal à se passer quand même de produits comme la viande et les produits laitiers. René nous a répondu je n'ai rien contre les végétariens ou végétaliens, à chacun sa façon de vivre, mais j'adore les filets de bœuf bleu, les steaks tartare et bien sûr beaucoup d'autres viandes avec ou sans sauce, tout dépend du plat, accompagné de pommes de terre, pâtes, légumes, etc. Alors oui, j'ai testé, blé vert, noisettes, il me semble, et non, ce n'est pas pareil à une bonne viande, de plus de bons œufs le matin et le fromage, je me vois mal me passer de tout cela. Alors Marc lui a suggéré de tester une marque de jambon qui propose d'excellents steaks et autres escalopes délicieuses, et René a répondu je les goûterai bien entendu car j'aime bien découvrir de nouvelles saveurs. Sandra a répondu chez nous vegan aucunement, on adore le fromage et les œufs, par contre on a diminué notre consommation de viande à 2 fois par semaine et ça c'est top. Et enfin Claude a répondu c'est probablement le début d'une ère qui n'est pas un effet de mode, c'est un mode de vie et chacun doit respecter l'envie de l'autre. Si les gens veulent manger végétal, c'est tout à leur honneur et je les encourage. Alors plutôt que de se mettre en opposition avec les mangeurs de viande, je pense qu'il y a de la place, à l'image des petits véganes à Sarralbe, pour utiliser son énergie à développer des produits aimés artisanaux. Alors à noter que le véganisme ne concerne pas uniquement l'alimentation, c'est tout un mode de vie et ça passe aussi par exemple par les vêtements
vêtements comportent non issus de l'exploitation des animaux et par l'utilisation de produits cosmétiques et d'entretien non testés sur les animaux. Merci beaucoup Marie-Morgane. En Avec effet, plaisir. ça donne l'eau à la bouche. Bon, on passe pas encore à table. On va parler d'un projet. Alors, il y a eu le train touristique, la piste cyclable, et vous, Paul Schaeffer, vous proposez un troisième projet, la création d'un bus rapide. Alors, aucun des deux projets ne vous a plu, en fait, finalement. Ah non, c'est pas que les projets ne me plaisent pas, je n'ai rien ni contre les cyclistes, ni contre les passionnés de train, simplement, je pense qu'il faut recentrer le débat sur la vraie question qui se pose lorsqu'un service public comme une ligne SNCF ferme, un service public de transport collectif ferme, il faut se poser la bonne question, c'est comment est-ce que les gens vont se déplacer? Comment est-ce qu'on peut faire une offre de mobilité aux habitants du Pays Beach et aux habitants du pays de Sarreguemines? La vraie question, après la fermeture de cette ligne, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'on propose en termes de mobilité aux gens? D'accord, très bien. Alors, on a un petit peu du mal à imaginer ce que c'est que ce bus rapide. Est-ce que c'est un peu à l'image du Métis, par exemple, qui est actuellement à Metz? Oui, alors ça peut être, en tout cas au niveau du bus, à l'image du Métis. Mais le Métis, tout comme le G qui va de Strasbourg à Vasselonne, est beaucoup plus compliqué à réaliser puisqu'il a fallu tout faire. Là, le soubassement est fait. Donc, en termes de service, ça peut être ça, bien que le Métis, c'est un peu plus urbain. Chez nous, c'est rural, donc il y a des longues traversées sans arrêt, donc le bus peut aller beaucoup plus vite. D'accord. À quelle vitesse, par exemple? Si on passe sous l'égide du code de la route, on peut imaginer que ce soit une voie rapide à usage exclusif, et donc il peut aller à 110 km/h. D'accord, donc dans votre projet, il n'y aurait plus de voies ferrées. Et alors, il faudrait forcément des aménagements pour le réaliser. Qu'est-ce qu'il faudrait faire actuellement? Alors pour qu'on comprenne bien, c'est pas qu'il n'y aura plus de voies ferrées. Il y aura une bande roulante sur l'emprise actuelle de la voie ferrée, avec un bus rapide et propre, mais ça on pourra peut-être en parler après dans le détail, sur l'emprise de la voie ferrée. D'accord, donc il y a tout un travail qui n'est plus à faire. Le soubassement est fait, un train est passé là-dessus pendant un siècle, avec en première partie de siècle le charbon des forges de Dietrich à Niederbronn, c'est pour ça qu'elle a été percée cette voie. Donc le travail serait relativement simple. Les travaux à effectuer sont relativement, bien sûr, simples. Et pour les passages à niveau, par exemple? Alors justement, on passerait, parce que le problème du train aujourd'hui, c'est qu'il aurait fallu procéder à la réfection de l'ensemble de la voie, et notamment des passages à niveau, parce qu'il y a eu des chiffres d'annoncés qui étaient un petit peu fantaisistes à l'époque. On passait de 40 à 60 à 80 millions d'euros. Et certains disaient, dont le président de la région à l'époque, et tout ça sans les passages à niveau. Je rappelle qu'il y en a une petite vingtaine sur le trajet. Si on passe sur un bus, on passe sous l'égide du code de la route, c'est-à-dire un feu rouge ou un stop suffit. Un bus est plus facile à arrêter qu'un train. Le problème du train, c'est qu'il faut que ce soit vraiment hermétiquement fermé, quoi. Parce que le train, il met un temps fou à s'arrêter. Donc, avec un bus sur roue, on passe sous l'égide du code de la route. Donc il n'y a plus de passage à niveau en tant que tel, ce sont des intersections routières. Et pourquoi ce projet il serait plus réalisable que les autres, finalement? Non, c'est pas de un, il est plus réalisable que les autres. Mais surtout, c'est le seul qui répond à la vraie question, qui est celle de mettre en place un transport en commun. Le projet de piste cyclable, moi, comme dit, je ne veux pas m'exprimer sur les autres projets. C'est pas un concours, on n'est pas dans un télécrochet. Mais pourquoi pas, il est réalisable, mais ça ne met pas la mobilité, selon vous, au centre. Les pistes cyclables, il y en a de très belles dans le Pays Beach, de très très belles. Je vous conseille de venir les voir. Et par contre, le projet de train touristique, lui, en termes de réalisation, il est quand même extrêmement lourd. Enfin, refaire 20 passages à niveau, une ligne avec passage à niveau aux normes, parce qu'il est hors de question de bricoler des trucs quand il y a un train qui croise de vraies routes. Bien sûr, il faut que ça reste réglementaire. Quand on prend l'exemple de Abrèche-Villers, des trains touristiques comme ça, bien sûr, il y a 4 km dans une forêt, et là ça croise des villages, ça croise des routes départementales, nationales. Enfin, il est hors de question de jouer. Et puis, pour quelle utilité faire rouler un train touristique pour quel touriste? Je rappelle que la Citadelle fait de 50 à 60 000 touristes par an.
qui ne viendront pas avec ce train. Ce sont des Allemands, etc. Après, le projet n'est pas forcément, là, on va peut-être pas reparler du train touristique, mais c'est sûr que voilà, il y a des inconvénients et des avantages pour chaque projet. Vous parliez du Métis qui était peut-être un petit peu plus urbain. Est-ce que ça serait pas plus judicieux de se décaler un peu du tracé de cette ancienne voie ferrée, parce que parfois certaines gares sont assez éloignées des villages. Voilà. Comment est-ce que vous voyez la chose? Alors je rappelle que si on fait en fait une voie rapide à usage exclusif, hein, c'est ça, il n'y a plus de gare. Et on met les arrêts où on veut. Le train ne peut pas sortir de la voie. Le bus, lui, pourra sortir de la voie et faire un crochet par un centre-ville. Je pense notamment à Rohrbach, puisqu'à Rohrbach, la gare était vraiment excentrée, la gare ferroviaire était vraiment excentrée. Là, on peut envisager plusieurs arrêts, un derrière le Super U, enfin le supermarché, un autre à l'autre bout de la ville, ou voire même passer par la ville. C'est beaucoup plus modulable que si c'était un train, par exemple. Il pourra rester sur sa voie exclusive ou en sortir si c'est nécessaire. Bon alors, tout ça, ça a un coût hein, quand même, il ne faut pas se leurrer. Est-ce que vous avez déjà des estimations des coûts et qui pourrait financer ce projet-là? Alors, qui pourrait financer? Moi, j'estime, et je pense que c'est légitime, que l'État, la SNCF, la région nous doivent quelque chose. On nous enlève un train, on nous enlève un service public et personne ne dit rien. On ne pose pas de questions. On se dit, tiens, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de la ruine? Mais non, qui n'est même pas à nous. Hein, la ruine n'est même pas à nous. Donc, la SNCF, l'État et la région qui sont compétentes pour les transports nous doivent quelque chose. Donc, il faut mettre ces gens-là devant leurs responsabilités, autour d'une table, et discuter avec ces gens-là. Ensuite, il y a l'Europe, puisque le bus serait propre, hein, donc écologiquement presque parfait. Hein. Et donc l'Europe pourrait financer aussi. Et puis le coût serait diminué aussi par le fait que dans l'hypothèse que je privilégie, qui est celle d'un bus au biométhane, on fabriquerait le carburant de ce bus avec les déchets, avec nos déchets. C'est-à-dire que c'est nos déchets qui nous transporteraient, et le biométhane est fabriqué à Morsbach, qui n'est pas très loin. Donc ça viendrait aussi en déduction du coût du transport, mais d'autres coûts aussi. Hein. Quand on voit les problèmes du SIDEM aujourd'hui, les difficultés qu'ils ont... Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat, mais enfin, ça viendrait aussi réguler ce problème-là. Nos déchets pourraient nous transporter. Très bien, eh ben, on va terminer cette intervention sur ces mots. Merci beaucoup Paul Schaeffer d'avoir été avec nous. Et puis on attend avec impatience de voir quel sera le projet qui sera mis en place. Il y a quand même une réunion publique vendredi prochain, le 16 novembre, au restaurant Le Falkenstein à Philipsbourg. Réunion publique, donc ouverte à tous, où on présentera dans les grandes lignes, parce qu'on n'est pas technicien, mais on présentera dans les grandes lignes l'idée du projet, et on permettra aux gens d'en débattre. Très bien, le message est passé en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et on va continuer avec toi Marie-Morgane. Tous les lundis, tu fouilles dans nos archives et on reste dans le thème des projets pour les voies ferrées aujourd'hui. Et oui, le 4 novembre 1996, le dernier train a circulé entre Bitche et Niederbronn. Et 10 ans plus tard, une association de promotion du train touristique a été créée. Et on retourne en novembre 2006 aujourd'hui. Malheureusement, le projet a été abandonné et les membres de l'association ont démissionné. Regardez. Aujourd'hui, le projet est bloqué avant tout pour une raison budgétaire. Depuis 1996, la végétation a envahi les voies et le travail de débroussaillage, qui est le préalable à toute requalification de la ligne, fait exploser les coûts. Si en 1997, le propriétaire RFF avait proposé aux élus cette ligne dans un état parfait, je suis sûr que vous et moi, on ne serait pas là aujourd'hui. Je pense même que le train touristique en lui-même aurait roulé. Et 12 ans plus tard, une idée de train touristique qui est remise sur la table pour la portion Bitche-Sarreguemines et cette fois avec l'association T2SB. Merci beaucoup Marie-Morgane pour cette petite chronique. Je vous propose maintenant qu'on s'intéresse à une entreprise du secteur. Cette fois-ci, on part à la rencontre de Geoff, un passionné de moto, également attiré par le travail à la main. Il décide de se lancer dans la création de selles en cuir. C'est ainsi que naît en 2012 l'atelier Les Cuirs le Barbu à Lixin-les-Roulins. Dans son repère, Geoff fabrique toutes sortes d'objets, des portefeuilles, des sacoches, des ceintures et bien sûr des selles. Le sellier maroquinier nous partage son amour du fait main. J'ai créé mon entreprise en 2012. J'étais très fan de bécane à l'époque et ma grand-mère a jeté un vieux canapé en cuir. Il y avait des morceaux de cuir encore vraiment nickel. Et je me suis dit, c'est carrément dommage, quoi. Donc je les ai récupérés et j'ai commencé à me faire une sacoche, puis une autre, je me suis intéressé au boulot.
avec des tutos sur internet et tout, on trouve de tout maintenant. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Nous sommes à Lixin-les-Roulins, chez les Cuirs Le Barbu. Travaillant à son propre compte, Geoff est un artisan et plus précisément un sellier maroquinier. Sa grande force, c'est le fait main. Je travaille principalement sur mesure et directement sur les bécanes. Alors j'ai des clients qui passent chez moi, je prends directement mes mesures, que ce soit de selle ou de sacoche. Je demande les motifs qu'ils veulent dessus éventuellement. Et à partir de là, je pars du cuir brut, donc je fais mes découpes, je fais mes teintures, le motif et la couture, l'assemblage, tout est fait à la main. La matière première, c'est le cuir tanné végétal. C'est un cuir en fait qui n'est pas teint et qui est tanné avec les écorces d'arbres. Et c'est un cuir encore qui est malléable. On peut le travailler, on peut le graver et on peut passer n'importe quelle teinture dessus encore. Passionné depuis toujours par la moto, Geoff aime réaliser la sellerie. Mais son activité ne se limite pas à ce type de produit, il en fabrique de toutes sortes. Portefeuilles, sacoches, ceintures ou encore sacs à main. Pour lui, les journées se suivent mais ne se ressemblent pas. Les journées type, j'en ai quelques-unes. Par exemple, si je fais du portefeuille, mes intérieurs vont être toujours les mêmes. Donc là, j'ai quelques journées qui se ressemblent. Mais après, à partir du moment où je prends les mesures directement sur une bécane ou que je fais des créations personnelles pour un client, ça change tous les jours. Artisan en milieu rural, Geoff souffre malheureusement d'un déficit d'image. Par le passé, il a pu décrocher quelques articles dans des magazines spécialisés. Et pour se faire connaître, il n'hésite pas à faire le déplacement pour participer à des salons moto et afficher ses produits. Pour me faire connaître, il faut que j'aille me montrer un peu dans les salons, dans les expos moto. Par exemple, Pont-à-Mousson, le Chopper Fest, organisé par le Chopper Freaker Band. Et après, un peu partout, je descends jusqu'en Savoie, à Punta Bagna, et c'est à Valois. Pour ça, bon, il faut quand même un stock. Tout ce qui est portefeuille, ceinture, sacoche, sellerie. Voilà, je réalise aussi des sacs à main pour les périodes de Noël par exemple. Geoff ne roule pas sur l'or, mais pour rien au monde, il n'abandonnerait son travail, sa passion. En vivre, c'est un peu compliqué. On va dire que je gagne quand même vachement moins que quand je travaillais à l'usine, que j'étais posté. Mais par contre, en qualité de vie, ça change le monde. Le midi, je mange avec mes gosses quand ils rentrent de l'école. Ma femme rentre également, donc on mange tous ensemble. Je peux les accueillir. Il n'y a pas besoin de nous, il n'y a besoin de personne. Donc c'est quand même une qualité de vie supérieure. C'est aussi le fait de créer. Parce que le fait de créer quelque chose et de ne pas subir un boulot, c'est quand même royal. Paul Schaeffer, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Marie-Morgane, on te retrouve très rapidement sur ce plateau, dès demain, ça. Je crois. Super. Et ben on se quitte en musique avec un nouveau numéro de Face à moi. Cette fois-ci, c'est l'artiste Jérémy Tosied qui nous interprète une de ses compositions. Elle s'appelle Face à toi. Très belle fin de programme. Bonne journée et à demain. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Je m'appelle Jérémy Tosied, j'ai 31 ans, je chante depuis l'âge de 14 ans, pour les bons calculs. Ça fait donc 17 ans que je chante sur scène. Je fais de la chanson française, j'en suis à mon 3e album sorti. Le dernier album s'appelle Face à toi et donc il était normal que je fasse partie de l'émission Face à moi. Mes yeux dans tes yeux, ma main caresse tes cheveux. Je me sens tout petit, face à toi Émilie. Tant de questions se posent, et c'est à peine si j'ose te laisser t'endormir. Et tu me fais un sourire. J'ai attendu longtemps que tu me viennes, mon enfant. Je me sentais figurant face aux douleurs de maman.
quand je vois ton petit corps étendu là qui dort. Imagine comme je suis fier, fier d'être ton père. Nous deux c'est pour la vie, nous deux c'est l'infini. Je serai le plus grand des papas, oui tu seras fier de moi. Quand je me vois sur scène, je vois le petit gamin de 14 ans qui était tout timide, bien avant de commencer à chanter dans les églises, et puis après dans les bals, et puis après sur scène. Et en fait, je me dis qu'il y a eu un long chemin de parcouru, et puis il y a eu différentes expériences, et puis le public qui m'a toujours soutenu, et un grand merci à eux. Ils sont de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, et je les remercie. Et donc du coup, c'est avec une grande émotion quand je regarde un petit peu, quand je me retourne un peu sur moi-même. Je ne le fais pas souvent, mais quand je me retourne sur moi-même, je vois beaucoup d'émotions, et je vois un petit jeune qui n'en finit pas de grandir. C'était un loisir quand j'étais plus jeune. Maintenant, c'est évidemment une passion. Mais un loisir, c'est plus du domaine le mercredi après-midi ou le samedi après-midi et le dimanche, quand on a un peu de temps libre. La musique, c'est tout sauf ça. La musique, c'est une manière de vivre. La musique, c'est plutôt le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi soir, et le samedi et le dimanche. Et en fait, c'est une vie. On a toute notre vie qui tourne autour de la musique. Donc ça, c'est pas du tout un loisir. C'est une vie musicale qui doit s'adapter à une vie entre guillemets normale. Et mes yeux dans tes yeux, ma main caresse tes cheveux, je me sens tout petit face à toi, Émilie. Tant de questions se posent, et c'est à peine si j'ose te laisser t'endormir. Mon avenir musical, je le vois avec de plus en plus de dates. J'ai la chance d'avoir quand même pas mal de dates tout au long de l'année, mais je le vois encore plus de dates, avec encore plus de monde qui viennent me voir et avec encore plus de disques. Je suis quelqu'un d'assez gourmand, hein, donc j'ai envie de croquer la scène en pleine dents, et j'en veux jusqu'à encore 60, 70 ans. La vie. Je traversais tous les petits patelins de France, tous les petits villages, toutes les villes de France et même d'ailleurs, pourquoi pas. J'en aurai jamais assez de toute manière, donc il va falloir que je vive très très longtemps pour me rassasier.